Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans les pages du milieu. Salut les gars. Bonjour à tout le monde. Bonjour FX, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Ah bah alors on se retrouve encore une fois ce dimanche pour le prochain chapitre 8, une dernière délibération. Sauf qu'il s'agit du chapitre 9 et non pas du chapitre 8. Du chapitre 9 exactement. Je suis désolé. Mais je suis bien attentif pour rattraper ce genre de mission, ce n'est pas grave FX. Exactement. Bon, continuez. Heureusement que vous êtes là mon cher Julien. Chapitre 9 parce qu'en plus la semaine d'après ce sera le chapitre 10. Oh là Et là. après ce sera chapitre 11. Ah bah non. Ah bah non, Justement. non parce que chapitre 10 ce sera donc le dernier chapitre de notre 5e livre. Et nous quitterons donc nos chers compagnons pour rejoindre d'autres que nous n'avons plus vus depuis longtemps. Trois petits compagnons. Trois petits compagnons pour être exact. Ouais. Deux joufflus. Oh, il y en a un qui est quand même un peu plus palo et un peu moins joufflu que les deux autres. Ouais. Et un peu plus nu aussi. Et un peu plus séducteur. Mais voilà, en ce moment nous sommes quand même toujours avec les compagnons que nous avons vus pendant plus de 9 chapitres. Et bien que la bataille qui faisait rage en bas des murs de la cité blanche touche à sa fin, la guerre contre le Seigneur Noir n'est pas pour autant finie. Car malgré cette victoire, les troupes de Sauron sont encore légion, assez pour infliger une victoire contre le royaume des hommes. Quelle sera donc la marche à suivre? La retraite, en des places fortes, ou l'attaque de front, telle une farce? Mais avant cela, retrouvons deux charmants combattants que nous n'avons plus vus depuis bien longtemps. Chapitre 9, une dernière délibération. Le matin se lève le lendemain de la bataille. Il fait beau, des nuages légers et un vent qui tourne à l'ouest. Legolas et Gimli, sur pied de bonne heure, demandent la permission de monter à la cité car ils sont impatients de voir Merry et Pippin. L'elfe et le nain entrent ensemble à Minas Tirith et ceux qui les voient passer s'émerveillent à la vue de pareils compagnons. Legolas chantonne une chanson elfique tandis que Gimli fait à côté de lui de grandes enjambées, se caressant la barbe et ouvrant de grands yeux sur tout ce qui l'entoure. Il y a de la belle maçonnerie ici, mais il y en a aussi de la moins bonne, et les rues pourraient être mieux dessinées. Quand Aragorn entrera en possession de ce qui lui revient, je lui proposerai les services d'ouvrier de la pierre de la montagne, et nous ferons de ceci une ville dont il pourra être fier. Ils finissent par arriver devant le prince Imrahil, et Legolas s'incline, car il voit qu'il s'agit de quelqu'un qui a du sang d'elfe dans les veines. « Salut, Seigneur ! Il y a longtemps que les gens de Nimrodel ont quitté les forêts de la Lorienne, mais on peut encore voir que tous ne partirent pas du havre d'Amroth pour faire voile vers l'ouest. Je suis l'un des 9 compagnons qui partirent avec Mithrandir d'Imladris, et avec ce nain, mon ami, j'ai accompagné le seigneur Aragorn. À présent, nous désirons voir nos amis Meriadoc et Pérégrine qui sont à votre garde, nous dit-on. Le prince les envoie vers les maisons de guérison avec un guide, et il prend quant à lui la direction d'un conseil des capitaines où il est convoqué avec Éomer. Gandalf et Aragorn y sont déjà. « C'est un beau seigneur et un grand chef d'hommes, dit Legolas. Si le Gondor a encore de tels caractères en ces jours d'affaiblissement, grande a dû être sa gloire au temps de son essor. » Et sans nul doute, la bonne maçonnerie est-elle la plus ancienne et a-t-elle été ouvrée lors de la première construction? Il est toujours ainsi dans les entreprises des hommes. Il y a un gel au printemps ou une brûlure en été et ils ne répondent pas à ce qu'ils promettaient. Il est rare toutefois qu'il manque à semer, et cette semence demeurera dans la poussière et ne pourrira que pour germer de nouveau en des temps et lieux imprévus. Les exploits des hommes dureront plus longtemps que nous, Gimli. Il ne croyait pas si bien dire, car les exploits des hommes nous ont amenés jusqu'ici, jusqu'à vous, chers auditeurs, pour vous raconter dans ce podcast Le livre rouge. le livre rouge et les aventures de ces héros d'antan. Dans cette petite chambre et avec FX et Julia à mes côtés. Tout ça grâce à ces héros gondoréens qui ont assuré notre futur. Et grâce à vous aussi, qui nous permettez par vos généreux dons Tipeee de perpétuer la diffusion de ce podcast, grâce à vos commentaires qui nous encouragent. Donc au final, c'est aussi grâce à vous. Voilà, nous profitons de cette petite aparté pour vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices. C'est vrai, et là pour le coup, juste revenir sur la mention de Legolas, hein, effectivement, qui atteste du sang elfique que Imrahil possède, Imrahil de Dol Amroth possède, le roi de Dol Amroth. Prince de Dol Amroth, plus précisément. C'est donc pour ça qu'il brillait au soleil lorsqu'il chevauchait. Non, ce n'est pas ça du tout. Si, entre guillemets, il a une beauté. Au-delà d'être un descendant gondoréen, c'est aussi un descendant elfique.
Donc il a le deux sangs, c'est une sorte de... Bon, lui, à proprement parler, n'est pas un demi-elfe, mais un de ses ancêtres qui s'était reproduit avec une elfe, une suivante de Nimrodel, de la princesse Nimrodel échappée de Lorien. C'est fort dilué maintenant comme sang. Ouais, mais pour moi, ça m'a évoqué quelque chose comme quoi, un peu, à partir du moment où tu as du sang comme ça dans ta généalogie, ça a beaucoup plus d'importance. Enfin, ça garde une importance beaucoup plus forte que si ça avait été juste, tu vois, enfin, du sang de ton arrière-arrière-arrière-grand-père, en fait, t'en as plus que très peu, tu vois. Ouais. Si tu, évidemment, regardes ça de façon réaliste dans la vie, dans les applications de la vie toujours, mais si tu as du sang elfique, un peu ce côté justement de sainteté, ça va te suivre, tout comme Aragorn tient toujours en fait du sang d'Elros. Hein, c'est une sorte de magie qui reste dans le sang de la famille chez tous les descendants. Du coup, je pense que c'est marquant, quoi. Et peut-être que toi, tu as peut-être un peu de sang elfique en toi, Elfique. Je décèle cela. Enfin, un peu de compliments. J'aurais dit un peu de sang hobbit, mais... Ok, super. Et les deux ne sont-ils pas compatibles? Et chez Julien, un peu de gobelin. Je te remercie. Parvenus jusqu'aux maisons de guérison, donc, Gimli et Legolas trouvent là leurs amis dans le jardin, et la réunion est fort joyeuse. Ils se promènent, ils conversent au soleil, puis quand Merry commence à être fatigué, ils vont s'asseoir sur le mur, avec la pelouse des maisons de guérison derrière eux, et dans le lointain au sud, ils contemplent l'Anduin scintillant. Legolas devient alors silencieux, tandis que les autres parlent, il regarde au loin à contre-jour, et il voit des oiseaux de mer blancs qui remontent le fleuve. « Regardez, des mouettes! Elles volent loin à l'intérieur des terres. Elles sont pour moi sujet d'étonnement, et pour mon cœur sujet de trouble. Jamais de ma vie je ne les avais rencontrées jusqu'à notre arrivée à Pélargir, et là, je les entendis crier dans l'air tandis que nous chevauchions vers la bataille des navires. Je demeurai alors immobile, oubliant la guerre en terre du milieu, car leur voix plaintive me parlait de la mer. La mer. Je ne l'ai pas encore vue, hélas. Mais au plus profond du cœur de tous ceux de ma race réside cette nostalgie de la mer qu'il est dangereux de réveiller. Hélas pour les mouettes, jamais plus je n'aurai de paix sous aucun être, aucun orme. Ne parlez pas ainsi. Il y a encore d'innombrables choses à voir en terre du milieu et de grandes œuvres à accomplir. Mais si toutes les belles gens gagnent les havres, le monde sera plus terne pour ceux qui sont condamnés à rester. Terne et triste assurément, dit Merry. Il ne faut pas aller au Havre, Legolas. Il y aura toujours des gens, grands ou petits, et même quelques nains sages comme Gimli, qui auront besoin de vous. Du moins, je l'espère. Encore que, j'ai comme une impression que le pire de cette guerre est encore à venir. Ah, que je voudrais que tout soit fini, et bien fini. J'en profite pour marquer le fait que c'est peut-être déjà un indice, en tout cas un petit hint sur le destin, l'avenir de Gimli et Legolas en Terre du Milieu. Oui. Sans déjà que Gimli ne veut pas laisser partir son ami, il n'y avait peut-être pas encore pensé, mais imaginez Legolas quitter la Terre du Milieu définitivement, le chagrine, et on voit déjà là les prémices de leur voyage qu'ils vont pouvoir accomplir à deux, même s'ils ont déjà parlé des endroits qu'ils vont se faire visiter l'un à l'autre. Et puis le prémisse de cette scène qu'on aura à la fin du livre où Legolas tiendra Gimli par les hanches au bout du bateau, tandis que Gimli tendra les bras sur les côtés pour crier « Je suis le roi du monde !» Je suis le roi du monde. Avec Legolas qui mettra son visage dans son cou. Qu'on attend d'ailleurs dans le coffret DVD++, pour la sortie des 25 ans du film. Puis évidemment la scène où ils iront dans la voiture, le carrosse. Ouais, c'est ça. Où la main de Gimli viendra... Et où Legolas court après Gimli avec une chaussure en verre, c'est ça Dessine-moi, Legolas. Des scènes cultes, évidemment. Après un moment, Legolas raconte aux hobbits le trajet qu'ils ont mené pour arriver jusqu'à eux. La route hantée sous les montagnes, les soirées passées avec Gimli à se dessiner l'un l'autre, nus, le sombre rendez-vous à la Pierre d'Erec, la grande chevauchée de plus de 400 km de là jusqu'à Pélargir, la mise en déroute des forces d'Umbar et du Harad, le passage du Gilrain, et enfin, la chevauchée sur les plaines de l'Ébénine pour arriver jusqu'à la cité. Legolas s'arrête et soupire, puis tournant le regard vers le sud, il chante doucement. Verts sont les chants dans les chansons de chez moi, mais ceux que nous avons traversés étaient sombres, tels des déserts. Et par la vaste plaine, nous avons pourchassé nos ennemis durant 1 jour et 1 nuit, jusqu'au moment où nous arrivâmes en fin de compte au grand fleuve. Je pensais alors dans mon cœur que nous approchions de la mer, car les eaux étaient larges dans les terres, et d'innombrables oiseaux de mer criaient sur leurs rives. Hélas, pour les plaintes des mouettes, la dame ne m'avait pas dit de m'en méfier, et maintenant, je ne puis plus les oublier.
Et ça, pour ceux qui... Peut-être, je sais pas, hein, forcément, tout le monde n'a pas la même connaissance, mais effectivement, donc, les elfes sont appelés à aller à Man, donc à retourner au pays des elfes au-delà des mers. Et la plupart des elfes, au moment de l'histoire du Seigneur des Anneaux, sont déjà rentrés d'ailleurs. Et les derniers, en fait, on est au moment du départ des elfes. Et donc, ce à quoi fait référence Legolas maintenant, c'est effectivement que le fait qu'il ait entendu les oiseaux de la mer, ben, lui l'appelle, en fait, lui donne envie de repartir de la terre et lui donne cette nostalgie d'une terre qu'il n'a jamais connue finalement, mais qu'il appelle de par sa race. Et donc, c'est là qu'il se rendra plus tard. C'est vrai que du coup, la plupart des elfes sont déjà partis, donc tous... quels sont les derniers qui vont partir d'ailleurs? C'est Galadriel, Círdan et... Je crois que Julien a la réponse, il s'agite sur sa chaise. Mon Dieu, oui. On a une réponse de la part de Julien, là. On attend. Qu'est-ce que ça donne en régie, s'il vous plaît? Ça tombe juste très très bien parce que justement, je suis abonné à la newsletter de Cora. Ne me demandez pas pourquoi, je crois que je l'ai fait il y a très longtemps. Une fois, il y a une question qui me taraudait. Et du coup, je reçois des mails tous les jours d'eux. Et c'est souvent en lien avec le Seigneur des Anneaux parce qu'à chaque fois qu'il m'en envoie, je regarde. Bref, peu importe. Et ben ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, je recevais un mail qui fait une notification sur une question qu'avait posée un internaute qui demandait quel était le dernier elfe justement à être resté en Terre du Milieu. Et la réponse c'est Maglor et Daeron. Ah bon? Et pour être plus précis, ils sont potentiellement encore parmi nous. Oh! Et tu peux rappeler qui sont Maglor et Daeron? Oui, si tu me laisses traduire d'abord rapidement ça dans ma tête, pour passer de l'anglais au français. Alors voilà, en faisant cette traduction rapide, en live, sur le vif. Alors Maglor, en fait c'est un elfe qui a été interdit de revenir au monde des elfes, donc c'est pour ça qu'il est potentiellement encore parmi nous. Tandis que Daeron, lui, il ne peut plus supporter le fait de vivre avec des elfes depuis qu'il a perdu Luthien à Beren. Pour ça qu'il serait resté dans le monde des hommes. Ah oui, mais là tu parles de deux personnages qui sont potentiellement encore restés, mais déjà on n'en est pas sûr. Mais moi je parlais de, en effet, qui était parti en dernier. Les elfes, ça on y reviendra. Oui. Ouais. Mais du coup Maglor, pour juste un peu de contexte, c'est donc le deuxième fils de Fëanor. À ne pas confondre avec cette star de la télé-réalité française. Magloire. Magloire. Ils n'ont rien à voir tous les deux. Et c'est bien dommage. Pour ceux qui ont la référence, je me demande même pourquoi je l'ai. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec lui, mais il se serait potentiellement jeté dans l'eau, c'est ça? Ce serait quoi, une espèce de suicide ou... Ouais, il aurait erré sur les berges et puis il se serait jeté dans l'eau et on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais on n'a jamais eu aucune nouvelle de lui, donc probablement qu'il est mort. Ouais. Et Daeron, en fait, était amoureux de Luthien et apparemment n'en est jamais vraiment remis et aurait erré dans l'Est, quoi. En fait, après que Beren et Luthien aient fui ensemble, et lui, son cœur a été brisé et il est parti à l'est de la Terre du Milieu et on ne sait aussi pareillement pas ce qu'il est devenu. Donc, ça pourrait être en tout cas lui un elfe qui aurait en effet, qui serait entre guillemets encore là, mais qui aurait pu survivre. Mais eux, on n'a jamais eu aucune nouvelle, donc ils sont probablement morts. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont les derniers elfes sur la Terre du Milieu? Non, mais c'est intéressant en fait, parce que du coup, moi je parlais un peu des derniers elfes partis comme étant une chose, comment dire, à juger, c'est les derniers à être partis. C'est drôle de se dire qu'on a deux noms ici, notamment un qui est peut-être encore en vie, et peut-être qu'il y en a d'autres en fait. Ce serait intéressant de faire un peu des recherches ou de savoir, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'autres elfes qui seraient restés. Enfin voilà, après, cette partie théorique du légendarium qui est devenu la vie d'aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est des fables, on va dire, mais ça aussi impliquerait que tous les Ents, tous les autres personnages et entre guillemets survécus soient cachés quelque part. Mais enfin, soit. Une petite digression pour revenir à ce qu'on disait, c'était en effet juste... je voulais juste me faire une idée quand j'ai lancé cette question de combien d'elfes restaient encore un peu là-bas. On sait qu'il y a encore des elfes à Mirkwood avec Thranduil. De quelle période? La période du Seigneur des Anneaux. Ah tu oui, disais toi-même que beaucoup de... Oui, il y a encore la forêt noire, il y a tout Foncombe en fait, et tout, principalement. Et la Lothlórien. Oui, qui sont en affrontement avec les forces de Sauron au moment où nous sommes dans le récit. Donc en gros, pour l'instant, à ce moment-là, il reste Foncombe, la Lorienne et la forêt noire principalement. Et l'arbre gris, je suppose, avec Círdan et les elfes qui gèrent un peu ça, quoi. Mais c'est vrai que, comme on le voit dans les films d'ailleurs, une bonne partie des elfes sont déjà probablement partis. Oui, mais du coup, quels sont vraiment les elfes qu'on sait qui partent à la fin, les derniers? Je pense, pour moi, je crois que ça doit être Celeborn et les derniers elfes de la forêt noire.
Parce que je sais qu'à la fin de la guerre, Celeborn prend le commandement du sud de la Forêt Noire. Donc il quitte la Lorienne et prend le commandement du sud de la Forêt Noire pendant quelques années. Et puis ensuite, il quittera la Terre du Milieu durant le 4e âge. Et ça doit être probablement un des derniers équipages à partir. Donc Celeborn et Galadriel, du coup. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais pour revenir, mais par contre, on sait qu'une des dernières à être restée vraiment, et pour le coup, on le sait, et qu'elle est morte là, c'est Arwen. Oui, dans ce cas-ci. En l'occurrence, elle, on sait qu'elle est morte, on sait où elle est morte, et on sait qu'elle est restée en Terre du Milieu jusqu'à la fin de ses jours, en se laissant mourir. De tristesse. Mais bien vu, je n'y pensais même plus. D'ailleurs, elle est morte pas nécessairement très très longtemps après Aragorn, non? Il y a pas un... Alors, je sais plus la date, ça tu me poses une colle. C'est écrit à la fin du livre, on a les dates importantes de ce qui s'est passé après l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais elle reste vraiment toute seule en Terre du Milieu, alors que tous les elfes sont partis. Bah, elle est morte en 121 du 4e âge. Donc, Et Aragorn est mort quelques années avant, donc on n'a pas attendu trop longtemps. J'ai compris Eragon. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. Prochain livre que nous analyserons, ce sera Eragon, si tu le souhaites. Je ne le souhaiterais pas du tout, mais je ne dirais pas non plus, j'ai bien aimé les lire. Et on comparera avec le film, comme ça t'amusera encore plus. Ce film que je n'ai jamais vu, que je ne regarderai jamais. Ah, tu ne l'as jamais vu? Non, bah j'ai commencé 10 minutes et j'ai fait waouh, c'est quoi cette... Ah oui, tu n'as pas été corrompu. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux à l'époque et qui ont fait la même chose. Enfin, je pense pas, vu l'intro qu'on se Il y a prend, quand même visiblement un souci niveau technique et scénaristique par rapport au film, qu'on ne peut pas imputer au Seigneur des Anneaux, même si on trouve que c'est une mauvaise adaptation. Mais c'est généralement ce que j'ai entendu. C'est parce que j'ai déjà regardé pas mal de vidéos YouTube de mecs, mais qui ont 2 fois notre âge, donc évidemment qui ont connu ça, la sortie, qui ont très bien connu la sortie. Bah, tu vois qu'ils kiffent les films. Mais par contre, ils sont quand même en mode, il y a pas mal de choses qui ont été changées. Et je pense qu'à l'époque, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, de ce que j'ai pu entendre aussi dans ces vidéos, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont jasé, notamment parce que Glorfindel n'est pas là, parce que Bombadil n'est pas là, mais aussi parce qu'il y a des modifications, et on le voit chaque semaine en ce moment. Il y a plein de missions ou de modifications qui même nous font un petit peu en mode « Ah, on sait que c'est pour le scénario, mais... » Et pour répondre à cette question là d'Aragorn, il est mort en 120, donc Arwen est morte vraiment de tristesse, je le dirais, 1 an après, quoi. Eh bien, revenons à notre chapitre 9. Et avec Gimli et Legolas, qui étaient tous deux, ils étaient en train de raconter à Merry et Pippin leurs aventures passées pour arriver jusqu'ici. Legolas parlait de la mer, chantait. Et Gimli explique ensuite leur arrivée à Pelargir, où se trouvait la flotte principale d'Umbar, 50 grands vaisseaux et beaucoup d'autres plus petits. Beaucoup de ceux qu'ils poursuivaient étaient arrivés avant eux, amenant leur peur et tentant de traverser le fleuve à la nage. Mais les Haradrim, à présent acculés contre la berge, se retournèrent et se montrèrent féroces dans leur désespoir, et ils riaient en les regardant, car ils formaient encore une grande armée. Aragorn fit halte et cria « Venez à présent !» Je vous appelle au nom de la pierre noire. Et l'armée des ombres, qui était restée à l'arrière, s'avança comme une marée grise. Gimli entendait des faibles cris, un son étouffé de corps et une rumeur, comme des voix innombrables. Donc voilà, il a expliqué clairement qu'ils étaient restés un peu derrière la colline, et puis quand Aragorn les appelle, ils montent tous. Donc, il a le sens de la mise en scène. Ouais. Ça me fait penser à une scène, je sais pas si c'est dans Brevard ou je ne sais plus quoi, où il y a comme ça une scène où tu crois qu'ils sont pas beaucoup et puis ça... je sais pas si c'est Brevard ou autre chose. Ah oui, il y a ça là-dedans, il y a ça dans Game of Thrones aussi, je pense, d'une certaine façon. De pâles épées étaient tirées, mais ils ne savaient pas si leur âme mordait encore, car les morts n'avaient plus besoin d'autres armes que la peur. Ça, on l'avait dit la dernière fois. Ils ne sont évidemment pas battus en tant que fantômes, ils n'ont fait que instiguer la peur. Les morts sont donc allés de bateau en bateau pour semer la terreur chez les marins qui ont sauté par-dessus bord, sauf les esclaves enchaînés aux rames. Aragorn assigna un dunedain par bateau et ces derniers libérèrent les captifs. À la fin de la journée, tous les ennemis avaient fui ou s'étaient noyés, essayant de partir vers le sud. Donc il est dit qu'ils essayaient de repartir à pied. Il y en a qui essaient de vite remonter sur des bateaux qui avaient déjà été détachés mais qui ont été récupérés. Ils ont foutu le feu à plein des petits bateaux, je pense que... Enfin, il y avait le feu en tout cas, je sais pas si c'est
eux qui ont foutu le feu. Mais voilà, c'est vraiment fuite, grosse fuite. De désespoir. De et désespoir. peur. Et je pense qu'on va dire que quasiment tout le monde a été rattrapé et tué, un peu comme il est dit à Pelennor, où personne ne pourra raconter. Ouais, je sais pas. Oh, ouais, ça je sais pas. C'est pas précisé, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font des fuyards? J'ai l'impression qu'ils étaient un peu trop peu pour tuer tout le monde. Ouais. Non, Ouais, je pense, moi aussi, de ma compréhension, il y en a pas mal qui sont partis. Ouais, quoi, ouais. mais, C'est la force de l'armée des morts. Gimli reprend: je trouvais étrange et merveilleux que les dessins du Mordor fussent réduits à néant par de tels spectres de la peur et des ténèbres. Il était ainsi défait par ses propres armes. Mais ça, ouais, j'allais justement le dire. Mais c'est ce que tu avais évoqué la semaine dernière, Julien. Effectivement, c'est curieux de se dire que finalement, même le camp de bien utilise la terreur et la peur. Mais Tolkien le souligne, Ouais. du coup, cette contradiction. Legolas s'exprime ensuite à propos d'Aragorn. Je me représentais quel grand et terrible seigneur il eût pu devenir s'il avait pris l'anneau pour lui-même. Mais son esprit est plus noble que l'entendement de Sauron, car n'est-il pas des enfants de Lúthien? Jamais cette lignée ne s'éteindra, dussent les années s'allonger incommensurablement. Alors je pensais à ça quand j'avais fait la petite réflexion tout à l'heure avec le sang elfique chez Imrahil. Il y a ici aussi une mention claire de la part de Legolas du sang en Aragorn de Lúthien qui Ouais. remonte à encore plus de générations qu'Elros et compagnie, Ouais. et que c'est reconnu ici, quoi. Ouais. Ben, vous savez quoi, parce que ça fait quelques fois qu'on parle de Beren et Lúthien. À chaque fois, dans plusieurs épisodes, là, on a encore reparlé de Beren et Lúthien par rapport à notre ami Maglor et Daeron. On n'avait pas fait Mais on n'a jamais expliqué l'histoire de Beren et pas Lúthien, en vraiment. entier, ouais. C'est pour ça que je me dis, au prochain épisode, je m'engage à le faire. Ah ouais, ok. On reviendra sur l'histoire de Beren et Lúthien parce que je pense qu'il est temps qu'on en parle vraiment. Parce que c'est une histoire importante dans le mythe de la Terre du Milieu. On y revient souvent pour diverses raisons et il y a Ouais. d'autres histoires qui y sont connectées ou qui en découleront. Ouais. Effectivement, eh bien, Cyril, nous te prenons au mot avec grand plaisir. Voilà. Nous t'écouterons nous narrer l'aventure rocambolesque et tragique de Beren et Lúthien. Voilà, Ouais. prochain épisode, vous aurez ça. Ça nous emmènera dans les endroits les plus beaux et aussi les endroits les plus terrifiants de la Terre du Milieu. C'est vrai. Aragorn a alors choisi le plus grand des vaisseaux pour lui et fit sonner un grand rassemblement de trompettes prises à l'ennemi. Évidemment, il prend le plus gros pour lui. Ça, Hein. monsieur Y a pas un petit Aragorn, complexe, Aragorn monsieur qui ne veut pas aller dans la cité, qui reste capitaine des dunes d'Ain, mais par Ouais. contre quand il y a un bateau à Ah, prendre... ça en prend hein. plus gros. Hein. Oui, Mais bon, hein. le plus gros bateau, tu vois. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, tu le déjambes? Non, mais c'est mon bateau, tu me joues pas de mon bateau. C'est le mien, c'est moi qui ai décidé. Il y a mis d'ailleurs à la proue, je n'ai pas noté ici, mais... Legolas et Gimli qui se tiennent. Mon Dieu. Non, son bel étendard, brillant. Ah, Son bel étendard fièrement dressé. c'est ça. Chromé. Après ça, il fait sonner ses trompettes pour en fait rassembler l'armée des morts sur les côtes, et le Seigneur s'adressa à eux: entendez maintenant les paroles de l'héritier d'Isildur, votre serment est accompli, retournez et ne troublez plus jamais les vallées, allez en paix. Et donc, il les a donc bien graciés bien avant la. Bien avant, Pas bien avant, un Les jour champs de avant Pelennor. les champs de Pelennor. oui, à peine un jour, ouais, quelques Quelques heures avant. heures. Le roi des morts s'avança, brisa sa lance et la jeta par terre, puis il s'inclina profondément et se détourna, et toute l'armée s'évanouit comme une brume repoussée par un vent soudain. Durant la nuit qui suivit, Gimli et Legolas se sont reposés alors que les autres s'affairaient à libérer les prisonniers, principalement des gens de Gondor qui avaient été pris lors de raids. Et après il y eut un grand rassemblement d'hommes venus du Lébenin et de l'Étyr, et Angbor de Lamedon vint avec tous les cavaliers qu'il avait pu réunir. Maintenant que la crainte des morts était écartée, il venait les aider et contempler l'héritier d'Isildur. La rumeur de son nom s'était répandue vite et loin. Le lendemain, ils sont partis pour Minas Tirith. Aragorn avait peur d'arriver trop tard pour la bataille, sous peine d'un échec total, car il y avait 42 lieues de Pélargir au point de débarquement du Halrond. Ce sont les anciens esclaves maintenant libres qui ramèrent vaillamment et ont remonté le grand fleuve face à un courant fort et sans vent. Et enfin, ils ont pu apercevoir la cité dans la nuit. Et Aragorn dit: Minas Tirith brûle. Mais des hommes de l'Étyr, versés dans l'art de la navigation, observant le sud, annoncèrent un changement avec un vent frais venant de la mer. Bien avant le jour, les navires matés hissèrent les voiles et leur vitesse s'accrut, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent à 3 heures du matin, comme les autres ont pu le voir. Quoi qu'il puisse advenir après, les grands exploits ne perdent rien de leur valeur, dit Legolas. Ce fut un grand exploit que la chevauchée dans les chemins des morts, et grand il demeurera, même s'il ne reste personne en Gondor pour le chanter dans les temps à venir.
Ce qui pourrait bien arriver, dit Gimli, car les visages d'Aragorn et de Gandalf sont graves. Je me demande vivement quelle décision ils sont en train de prendre dans cette tente. Pour ma part, je souhaiterais, comme Merry, qu'avec notre victoire, la guerre fût maintenant terminée. Mais quoi qu'il y ait encore à faire, j'espère y avoir part, pour l'honneur des gens du Mont Solitaire. Et moi, pour ceux de la grande forêt, dit Legolas, et pour l'amour du Seigneur de l'Arbre Blanc. Imrahil et Éomer étaient descendus du haut de la cité jusqu'au temple d'Aragorn, établi sur le terrain non loin de l'endroit où était tombé le roi Théoden. Là, ils tiennent un conseil avec Gandalf, Aragorn et les fils d'Elrond. « Mes seigneurs, dit Gandalf, écoutez les paroles de l'intendant de Gondor avant sa mort. Vous pouvez triompher sur les champs du Pelennor pour une journée, mais contre la puissance qui s'est maintenant levée, il n'est aucune victoire. Je ne vous invite pas, comme lui, au désespoir, mais à peser la vérité de ces mots. Les pierres de Vison ne mentent pas, et même le seigneur de Barad-dûr ne saurait les y contraindre. Peut-être a-t-il la possibilité de choisir par sa volonté ce que verront des esprits plus faibles, ou de les faire interpréter de travers ce qu'ils voient. Il n'y a néanmoins aucun doute que lorsque Denethor voyait de grandes forces disposées contre lui dans le Mordor, et d'autres encore en train de s'assembler, il voyait ce qui est réellement. Notre force a à peine suffi à repousser le premier grand assaut, le suivant sera plus fort. Cette guerre est donc sans espoir final, comme Denethor l'avait perçu. La victoire ne peut être atteinte par les armes. Que vous restiez ici pour soutenir siège sur siège, ou que vous sortiez pour être écrasé au-delà du fleuve, vous n'avez de choix que parmi des mots, et la prudence conseillerait de renforcer les places fortes que vous avez et d'y attendre l'assaut. Le temps de votre fin sera ainsi un peu retardé. Vous voudriez donc que nous nous retirions à Minas Tirith, à Dol Amroth ou à Dan Harrow, pour nous y tenir comme des enfants sur des forts de sable quand la marée monte, dit Imrahil. Il n'y aurait là rien de nouveau, dit Gandalf. N'est-ce pas ce que vous avez fait, sans guère plus, durant tout le temps de Denethor ? Petite pique. Mais non, j'ai dit que ce serait prudent. Je ne conseille pas la prudence. J'ai dit que la victoire ne pouvait être obtenue par les armes, car dans toutes ces lignes de conduite intervient l'anneau de puissance, fondement de Barad-dûr et espoir de Sauron. Gandalf explique que l'anneau va maintenant jouer un rôle essentiel dans la fin de la guerre. Si le Seigneur Noir le récupère, son triomphe sera rapide et absolu. Si absolu que nul ne pourra prédire la fin tant que ce monde durera. Si l'anneau est détruit en revanche, sa chute sera complète et nul ne pourra envisager qu'il puisse jamais revenir. Il deviendra un esprit malveillant, mutilé, qui se dévorera dans l'ombre, sans pouvoir croître de nouveau et reprendre forme. Mais il existe d'autres maux qui viendront peut-être, car Sauron n'est lui-même qu'un serviteur ou un émissaire. Mais Gandalf précise qu'il ne leur appartient pas de régler toutes les fortunes du monde, mais de faire ce qui est en leur pouvoir pour le secours des années où ils sont placés, d'extirper le mal dans les champs de leur existence, afin que ceux qui vivront après aient une terre saine à cultiver. Donc, évidemment, voilà, mention du fait que Sauron n'est que une partie du mal, le mal étant Morgoth, et en fait Morgoth ne sera vaincu qu'à la fin des temps, lorsque, selon la prophétie, eh bien, il y aura Erendil qui reviendra, tous les hommes qui reviendront, qui seront ressuscités par Eru Ilúvatar, et Húrin pourra donner le coup de grâce à Morgoth, et puis Morgoth sera à jamais éliminé, une forme de l'apocalypse chrétienne dans le monde de Tolkien, entre guillemets. Et donc là, il y aura le nouveau monde qui sera créé avec tous les hommes ressuscités qui pourront vivre heureux et sans mal. Il est dit que les nains participeront aussi à cette fin, mais que les elfes, par contre, seront à jamais dans leur endroit là. Je ne sais plus comment on appelle ça, les cavernes. Le hall de Mandos. Ouais, c'est ça, les cavernes de Mandos. Eux ne vont... En fait, non, même pas. Excuse-moi, je dis de la merde. Les elfes seront toujours à Valinor. Et ceux qui sont morts, en fait, oui, ils renaissent au... Ah oui, ils restent aux cavernes de Mandos, c'est ça ? En tout cas, c'est là où ils vont quand ils décèdent. Oui, c'est ça. Et en fait, ils restent là, tout simplement. Pendant l'apocalypse, ils restent là-bas. Oui, oui. Ouais, Mais après, ils les hommes et les ne nains feront qui plus reviennent. partie du monde nouveau. Oui, oui. C'est simplement les hommes. Bon, ça va, moi je veux bien rester à Valinor avec les Maillards et les Valar, dans une espèce de terre féerique. Oui, merci, mais quoi. il est dit que le monde que Eru Ilúvatar créera à la suite de la fin des temps sera encore plus beau que ça. Donc, parce que Et les elfes n'y auront pas droit ? Non.
Tous les hommes seront réincarnés. C'est le cadeau des hommes, c'est le cadeau de la mortalité justement. C'est Cool. ça qui les rend, uniques. C'est le fait Faut que juste être patient, quoi. eux auront quelque chose à la fin de bien mieux, mais ils doivent connaître la mort et la souffrance pendant leur existence. Et toc, Legolas, pense ça. Ouais, bah moi j'attends toujours de voir, hein, parce que oui, plus tard vous aurez, toujours pas vu. Hein. Oui, c'est ça. T'es encore vivant. Je suis pas pressé, mais j'attends de voir. Donc Gandalf reprend à ce sujet. Après, quel temps ils auront, beau ou mauvais, il ne nous revient pas d'en décider, dit-il. Donc c'est vraiment, encore une fois, appuyé sur le fait que là, ils sont en train de régler un problème qui est propre à leur époque. Il y en a eu avant, hein, et il y en aura encore dans le futur. Ils ne sauvent pas le monde à jamais. Seul Eru, le dieu, pourra le faire. Sauron sait tout cela, continue-t-il, et il sait que le précieux objet qu'il a perdu a été retrouvé, mais il ignore encore où il se trouve. Ainsi, un grand doute l'assaille, car il y a parmi eux quelqu'un qui a la force d'en faire usage, et ça aussi Sauron le sait. Car n'ai-je pas raison, Aragorn, que vous vous êtes montré à lui dans la pierre d'Orthanc, dit Gandalf. Aragorn répond par l'affirmative. Il pensait que la pierre était venue à lui précisément dans ce dessein. Il voulait attirer l'œil de Sauron hors de son territoire pour permettre à Frodon de passer inaperçu. Et puis, il voulait le défier. Malgré tout, s'il avait su la rapidité avec laquelle il déclencherait sa riposte, il aurait peut-être hésité à se montrer. « Mais comment cela ?» demandait Homer. « Tout est vain, dites-vous, s'il a l'anneau. Pourquoi ne trouverait-il pas vain de nous assaillir si nous l'avons ?»« Il n'en est pas encore certain, répond Gandalf. Et même s'ils avaient l'anneau, précise Gandalf, ils ne pourraient apprendre à maîtriser son plein pouvoir en une journée. D'ailleurs, l'anneau ne peut servir qu'un maître à la fois, et Sauron s'attend sûrement à une période de dissension avant que l'un d'entre eux ne se rende maître des autres et les réduise à la soumission. Sauron observe, il voit et entend bien des choses, car les Nazgûl rôdent toujours. Il étudie les signes, l'épée qu'il a privée de son trésor à nouveau forgé, le vent de la fortune tournant en leur faveur, et les échecs inattendus de son premier assaut, ainsi que la chute de son grand capitaine. D'après Gandalf, le doute grandit en lui, son attention est concentrée sur eux, quasi aveugle à toute autre chose qui se meut. Tout leur espoir réside en cette idée. Mon conseil est donc celui-ci. Nous n'avons pas l'anneau car il a été envoyé pour être détruit. Sans lui, nous ne pouvons par la force écraser celle de Sauron, mais nous devons à tout prix détourner son attention d'un véritable danger qui le guette. Nous ne pouvons le vaincre par les armes, et par les armes nous pouvons donner au porteur de l'anneau sa seule chance, si ténue soit-elle. Aragorn a montré la voie, et il nous faut continuer. Il faut pousser Sauron à jouer son dernier coup de dé. Il faut débusquer la force qu'il tient cachée, afin qu'il vide son territoire. Il faut marcher incontinent à sa rencontre. Il faut être l'appât, ses mâchoires dussent-elles se refermer sur nous. Il saisira cet appât avec espoir et convoitise, car dans cet acte de témérité, il croira voir la hardiesse du nouveau seigneur de l'anneau, et il dira « Tiens donc, il tend le coup trop tôt et trop loin, qu'il vienne, alors j'aurai pour lui un piège dont il ne pourra s'échapper. Là, je le détruirai, et ce qu'il a pris dans son insolence m'appartiendra de nouveau, et pour toujours. Il nous faut nous jeter dans ce piège sciemment, avec courage, mais sans guère d'espoir pour nous-mêmes. Car, mes seigneurs, il se pourrait bien que nous disparaissions tout entiers dans une noire bataille, loin des terres vivantes. Ainsi, même si Barad-dûr était renversé, nous ne serions plus là pour voir un nouvel âge. Mais c'est là, je crois, notre devoir. Et mieux vaut finir ainsi que de mourir de toute manière, ce qui ne manquera pas d'arriver si nous restons ici, mourir en sachant qu'un nouvel âge ne viendra jamais. Le silence se fait. Et enfin, Aragorn prend la parole pour approuver les dires de Gandalf. Selon lui, hésiter, c'est tomber. Il faut maintenant aller à cette ultime épreuve, mais il ne prétend commander personne. Il laisse les autres choisir comme ils l'entendent. Elrohir, un des deux fils d'Elrond, est le premier à répondre, en disant que Elrond conseille la même chose que Gandalf. Il ne va donc pas rebrousser chemin. C'est bien de la part d'Elrond de conseiller la même chose, mais il ne va pas venir se battre avec eux. Enfin. Et Homer s'ensuit en approuvant aussi, au nom de l'amitié qui le lie à Aragorn, et Imrahil finit par préciser que Aragorn est pour lui comme son suzerain, et que son désir est pour lui un ordre. Mais il précise qu'il faut penser à la cité en leur absence. Il ne faudrait pas revenir victorieux et découvrir Minas Tirith en ruine. Gandalf approuve ses dires, et conseille de laisser des hommes derrière. Ensuite, il demande au capitaine présent combien d'hommes peuvent-ils rassembler et mettre en mouvement d'ici 2 jours au plus tard. Et Homer estime qu'il ne pourra pas en réunir 2000, sachant qu'il faudra en laisser autant pour la défense de la cité.
Mais Aragorn déclare qu'il ne faut pas compter seulement avec ceux qui ont combattu au Pelennor. Une nouvelle force doit nous venir des fiefs du sud, dit-il. Il explique qu'il y a 2 jours, à Pelargir, il a envoyé 4000 hommes marcher à travers le Lossarnac. De plus, d'autres devraient arriver d'ici 2 jours, selon ses estimations. Des hommes croisés le long du fleuve lors de leur voyage vers Minas Tirith. Aragorn estime qu'il pourrait partir avec 7000 hommes à cheval et à pied, tout en laissant la cité mieux défendue qu'elle ne l'était au commencement de l'assaut. Donc voilà, effectivement, il n'a pas ramené toutes les personnes venues des cités alentours pour se battre au Pelennor. Il a laissé quelques troupes, il a ordonné à une troupe d'aller recruter encore des hommes plus vers le sud et de rejoindre Minas Tirith pour la suite de la guerre. Donc c'est plutôt pas mal, finalement. 7000 hommes à cheval et à pied selon les estimations d'Aragorn, plus une défense de la cité plus grande que celle de la bataille de Pelennor, ça me semble plutôt sympa. Ils s'en tirent très très bien. Ils s'en tirent vraiment très très bien. Mais Imrahil, lui, est moins rassuré. Il dit « La porte est détruite. Où trouver des hommes de savoir nécessaires pour la reconstruire ?» Eh bien, à Erebor, au royaume de Daïn, un tel savoir-faire existe, dit Aragorn. Le débat des seigneurs se conclut donc par la résolution suivante. Le surlendemain matin, ils prendront la route avec 7000 hommes, et la plupart iront à pied. Quelques 2000 hommes seront choisis par Aragorn parmi ceux qu'ils ont rassemblés dans le sud, mais Imrahil en choisira 3500 et Éomer 500 des Rohirrim laissés sans monture, mais toujours valeureux à la guerre. Lui-même mènera à cheval 500 de ses meilleurs cavaliers et il devra y avoir une autre compagnie de 500 chevaux, parmi lesquels iront les fils d'Elrond avec les Dunedain et les chevaliers de Dol Amroth. 6000 hommes à pied en tout et pour tout et 1 millier à cheval. Mais le gros de la force des Rohirrim, encore capable de combattre, quelques 3000 cavaliers sous le commandement d'Elfelm, devra tenir la route de l'ouest contre l'ennemi resté en Anorienne. En Anorien, si vous voulez. Et rapidement, les éclaireurs seront aussitôt envoyés en reconnaissance au nord et à l'est, vers Osgiliath et vers la route de Minas Morgul. C'est là assurément la plus grande farce de toute l'histoire du Gondor, s'exclame Imrahil en riant. Qu'avec 7000 hommes, soit à peine ce qu'était l'avant-garde de son armée au temps de sa suprématie, nous partions à l'assaut des montagnes et de la porte infranchissable au Pays Noir. Comme un enfant qui menacerait un chevalier en armure, avec en guise d'arc une ficelle tendue sur une tige de saule. Si le Seigneur sombre en sait autant que vous le laissez entendre, Mitrandir, ne va-t-il pas sourire plutôt que de nous craindre et de son petit doigt nous écraser comme une mouche qui essayerait de le piquer ? Non. Il voudra piéger la mouche et lui prendre son dard, répond Gandalf. Et il est parmi nous des noms qui, à eux seuls, valent plus qu'1 millier de chevaliers en armure. Non, il ne sourira pas. Nous non plus, dit Aragorn. Si c'est là une farce, elle est trop amère pour que nous en rions. Non, c'est le dernier coup d'un jeu très risqué, et pour l'un ou l'autre des camps, il mettra fin à la partie. Puis, dégainant Anduril, il brandit sa lame étincelante au soleil et dit « Tu ne rentreras pas au fourreau tant que la dernière bataille ne sera livrée. » Et voilà comment se conclut le Conseil des Seigneurs. Tu rentreras pas dans ton fourreau. Tu ne rentreras pas dans ton fourreau. Mon épée, moi je dors avec mon épée. Moi je dors avec mon épée, oui. Mais touche mon épée, tu rentres pas mon épée. Ah, comment elle est belle mon épée. Je parie dans le noir mon épée. Mais donc voilà, la décision est prise. 7000 hommes partiront vers la Porte Noire. 3000 Rohirrim tiendront la Minas Tirith avec évidemment l'aide de nouveaux arrivants aussi. Et qui sait, peut-être c'est ça, ils en trouveront d'autres en chemin. Qui sait Qui sait Mais voilà, en tout cas, le départ bientôt pour la dernière bataille en tout cas, il faut avoir l'estomac bien accroché, parce que là, c'est quand même plus ou moins dit qu'ils vont à la mort, qu'on se le dise. Oui, c'est ça. 90% des gens... Même s'ils gagnent, ils s'attendent à mourir, effectivement. Ouais, et 99%, enfin j'allais dire 90%, mais 99,999991 des gens n'ont aucune connaissance des 2 hobbits dans leur montagne. Après, Gandalf précise que les gens qu'il recrute maintenant doivent être au courant du péril, vers quoi ils s'engagent. Ouais. Il demande à Aragorn et au Seigneur de recruter des gens
en les mettant au courant de ce à quoi ils s'engagent. Donc il ne les force pas. Ah ouais, ça c'est fou. C'est cool, ça. Après, moi, je serais très contente d'être parmi les chevaliers choisis pour Ouais. rester à Minas Tirith. Ah, quoi. tu veux que je garde T'es Mina- sûr? Ok, non, Tu- chacun. Ah, non, mais- Il en faut. Il en sûr. faut, c'est tout. Tu sais, comme quand il reste un dernier bout de tarte et que t'es là. Non, t'inquiète. Oui, prends-le. c'est ça. Non. Ah, t'es sûr que tu veux pas? Non, mais moi Il y a de la place en te fait. laisse, hein, tu hein. peux. Non, mais c'est bon. Alors qu'en fait, t'en crèves bon. d'envie de Ouais, tout c'est ça. ouais. Non, Non, ouais. mais ouais, parce que bah oui, c'est clairement un baroud d'honneur et en même temps, bon, les choses sont bien engagées. Est-ce qu'on a une quelconque connaissance des troupes qui restent? Bah, on n'a pas de nombre, mais il est clairement dit que les troupes qui restent à Barad-dûr sont énormes et que voilà, il y a façon, probablement c'est encore infini, 40 000 soldats, j'imagine au minimum. Il fait popper ses soldats comme il veut, c'est infini. Bah, en tout cas, Gandalf le précise. Pas aussi sans- vite qu'une de Non, mais plus vite qu'une vie d'homme, quoi. Ouais, Gandalf le probablement. précise, sans le fait de détruire l'anneau, Ça ne sert à rien meurt. d'attaquer Sauron. Ou alors, il dit il y a aussi moyen de l'écraser par la force si on utilise l'anneau, mais utiliser l'anneau, c'est Ça ne fait que le remplacer par quelqu'un Oui. d'autre. c'est Ouais. voué. Oui, et puis même, il dit qu'il va y avoir des dissensions. dissensions. En fait, enfin, ça, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, vous me dites si je me trompe, mais si les hommes veulent utiliser l'anneau, Sauron sait très bien qu'il va y avoir des dissensions au sein de leur, En fait, c'est ce que leur Sauron. camp, et il va Non, non. profiter, en tout cas, du moment. C'est ce à quoi Sauron s'attend. Oui. En fait, Sauron ne sait pas où est l'anneau. Ils savent qu'ils ont l'anneau. Mais du coup, il n'est pas au courant que c'est un hobbit dans son camp qui a l'anneau. Il pense que c'est les seigneurs qui ont l'anneau. Ouais, clairement. Et il se dit, ah ben ils vont se battre pour avoir l'anneau et l'utiliser. Et du coup, en fait, il se demande, il sait pas trop, mais c'est une des possibilités pour Sauron, c'est qu'en fait, les hommes sont en train de se déchirer pour l'utilisation de l'anneau. Ouais. Donc il est assez confiant. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Gandalf, le fait d'attaquer droit devant avec Aragorn, Ça, il va se dire, ah, ça y est, il a l'anneau, trop tôt. Ouais. il est en mode, il va me battre et tout, En je mode vais YOLO, l'écraser. Alors qu'en fait, l'anneau, il est dans son dos, quoi. Ouais, Le ouais. petit bonhomme qui court comme ça, et puis qui va aller le mettre dans la. C'est dans- bien géré hein, quand même comme plan, bien géré. Bon, c'est Tolkien, hein. C'est pas. Mais ça. on aimerait croire que ce soit ces personnages et qu'ils prennent vie, mais. Ouais, bah, en tout cas, dans l'histoire, c'est assez bien géré, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et je Mais voudrais- j'avoue que je termine juste là-dessus avant que tu reprennes, mais que moi je lisais, en fait, on sait c'est quoi la fin de l'histoire, et je lisais, genre lisais le chapitre là, et j'étais en mode, Mhm. j'ai une boule au ventre, quoi. Ouais. J'ai une boule au ventre, je connais et je suis quand même pris. J'ai les images du film là de eux Ouais. devant la porte noire, partant à la mort. En Non, plus je que trouve- tu je ne trouve sais c'est- pas ce qu'il va advenir d'eux jusqu'à avoir fait la moitié du livre 6 avec les Ouais, hobbits. ouais. On va retrouver Parce notre qu'on hobbit, va comme je s'arrêter au disais, moment où ils seront et- devant la porte noire et où les assauts vont commencer. Et puis, noir, on ne sait plus. La suite à la saison prochaine. à la saison prochaine, clairement. Nous ne faisons pas de pause, ce sera toujours la saison 3 pour nous, ne vous en faites pas. Nous serons toujours là avec vous à travers l'hiver. Mais d'ailleurs, de relire ces chapitres, ça me. Vraiment, mon personnage, un des personnages que je redécouvre en lisant, c'est vraiment Imraïl. C'est ce que j'allais Je dire, suis ouais. tellement triste de ne pas l'avoir dans les films. quoi. Je le vois tellement, ce personnage. Il est tellement. En plus, il est hyper important dans tout le déroulé de cette guerre, de cette fin de guerre. Ah, Mais moi, c'est- le dernier chapitre, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai voulu lancer une petite pique de suspense, enfin là, qui n'est pas du tout dans le truc, mais c'est parce que je trouvais que la phrase de fin de chapitre qui dit qu'Aragorn se réveille et qu'il voit la bannière d'Imraïl au-dessus de Minas Tirith, Ouais. et qu'on dit... En fait, c'est juste une phrase qui dit on aurait dit que la venue du roi n'était qu'un rêve. Mhm. Enfin, c'est juste ça, en fait. C'est en mode, ben voilà, en fait, maintenant, les choses sont entre guillemets revenues à la normale, et le roi est dans sa tente, et il y a... Mais parce que je trouve que ça évoquait un peu un truc de... Quand tu lis juste cette phrase, t'as l'impression qu'Imraïl est en train d'essayer de lui faire un coup dans le dos. Mhm. Ouais, Alors, pas du tout, on le sait bien, mais du coup, là, ça va faire rire, ce truc. Parce que, au contraire, pas du tout. Imraïl Ouais, est il est en incroyable. mode, tu es mon seigneur, et... Personnage très rassurant. Moi, je le vois un peu comme une sorte de Faramir bis. ouais, mais beaucoup plus. Oui, fort. évidemment, mais que c'est un personnage, genre, je le vois dans l'image, tu vois, il y a plein de plans du film où j'imagine genre Imraïl juste 5 mètres derrière, un peu en flou derrière Faramir, tout droit, tout fier, tout balèze, et qui est juste, oui mon seigneur, je vais faire ça mon seigneur, et qui après tu le vois un plan plus tard sur les chevaux en train de défoncer des orques. Ouais, je le vois plus même comme un Boromir qui n'aurait pas mal tourné, quoi. Ouais, Une sorte de ouais, guerrier, c'est pas seigneur inintéressant. magnifique. Moi, je le vois juste un tout petit peu plus elfique, Ouais, du oui, coup, avec plus une, je sais beau. pas, avec ses armoiries. Et je l'imagine avec une... magnifique armure. Parce que j'ai l'impression que quand il arrive, c'est ça que j'allais dire, dans ma tête, il est expliqué qu'il a une magnifique armure C'est un brillante prince, ou quoi, ouais. et du coup, je le vois vraiment en mode un peu plus, tu sais, ce personnage un peu stylé dans un jeu vidéo ou quoi. Mais encore une fois, vous pouvez voir des représentations de cette armée et d'Imraïl aussi chez les Warhammer. Ils l'ont fait. Donc on a Ouais. les cavaliers d'Imraïl et de Dolamroth.
Et du coup, ils sont représentés. Ils sont vachement beaux, je trouve. Ils ont des belles armures bleues et blanches avec des grands voiles sur leurs chevaux. Et moi, c'est comme ça que je les représente. Et c'est majestueux. En tout cas, je voudrais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dernier elfe. J'avais dit que probablement c'était Celeborn et Galadriel. Je reprends juste un petit détail. C'est probablement bien Celeborn, le dernier elfe à partir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la guerre, Galadriel, elle repart à Aman avec Gandalf, etc. Avec quelques années plus tard avec Gandalf, Frodon, Gimli, Elrond. Mais Celeborn, lui, ne part pas avec Galadriel. C'est un peu étonnant vu qu'ils sont en couple. Mais il ne repart pas avec elle. Il y a plein de sortes de couples aujourd'hui, Cyril. Ouais. Il ne repart pas avec elle, il fait ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il quitte la Lorien, la forêt de la Lothlórien, et il va prendre possession et gouverner la partie sud de la forêt noire, qui a été évidemment où le mal et le noir, la force noire qui y résidait depuis Dol Guldur n'existe plus. Et donc il prend possession de ça. Et donc en gros, à cet endroit-là, à partir de ce moment-là, la forêt est divisée en 3. Le nord est gouverné par le papa de Legolas, Thranduil. Le centre est gouverné par les Béorniens, et ça je vais y revenir parce qu'on a reçu une question par mail par rapport à ça, et le sud donc par Celeborn. Donc elle est divisée en 3. Et la question qu'on a eue par mail, c'était une question de Titouan, qui d'ailleurs, merci de ton message Titouan, merci de ta fidélité, parce que Titouan nous écoute depuis longtemps. Il nous avait déjà envoyé des messages au début du podcast quand il était en Nouvelle-Zélande, et maintenant il est rentré en France et il est facteur, et donc il nous explique qu'il écoute les magnifiques scènes de bataille que l'on narre sur son vélo en hurlant dans la rue en train de faire ses missions. Donc, pour le courrier. Donc je trouve ça assez épique comme image, et donc merci déjà de ta fidélité, merci de ton message, et puis bon courage pour tes tournées au son du Seigneur des Anneaux. Et il nous posait une question justement par rapport à ce Béorn. Béorn, pour ceux qui n'ont pas le souvenir de lui, cet homme ours que l'on croise dans le Hobbit, qui accueille la compagnie de nains et donc de Bilbon pour les héberger. Cet homme se changeant, en fait, c'est un homme qui peut se transformer en ours. Et en fait, il va avoir un rôle très important dans les livres, puisqu'il va venir tuer le roi des orques à la bataille des 5 armées, ce qui n'est pas le cas, je pense, dans le film. J'ai peu de souvenirs du film, mais donc c'est pas lui qui tue le gros méchant, mais dans le livre, bien. Et en fait, il nous demandait ce que devenait Béorn après la fin de... En fait, pendant la guerre, déjà, de l'anneau, et après. Et en fait, j'ai un peu parcouru les infos qu'on a. Il n'y en a pas tellement. On sait que Béorn est mort avant la bataille, avant la guerre de l'anneau. C'est son fils, Grimbéorn, qui a pris le commandement en fait de ce qu'on appelle les Béornides. Et c'est un peuple qui réside entre la Lorien, donc entre les montagnes de Khazad-dûm et la forêt noire. Et en fait, c'est un peuple qui remonte vraiment très, très loin dans l'histoire des hommes, et qui en fait était mêlé à la base au peuple aussi des Éotéodes, les ancêtres des hommes du Rohan, qui viennent de cette partie-là aussi, donc de la partie nord de la Terre du Milieu, entre les montagnes de Khazad-dûm et la forêt noire. Et donc ce peuple prend le nom de Béornide quand Béorn, donc le père de Grimbéorn, donc le changeant qu'on voit dans le Hobbit, prend, après la bataille des 5 armées, possession de ces terres-là et devient le chef de cet endroit-là. Donc ça s'appelle le peuple des Béornides. Alors on fait mention d'eux à quelques moments. On fait mention d'eux... Il y a Gimli qui fait mention d'eux dans le Seigneur des Anneaux, et Glóin, je pense, son père, lors de la réunion à Fontcombe, parce qu'en fait ils sont connus pour faire des galettes au miel que Gimli apprécie fortement, et que Gimli, en parlant du lambas des elfes, dit que c'est presque aussi bon que les galettes au miel des Béornides. Et la mention qu'en fait Glóin lors de la réunion à Fontcombe, c'est le fait qu'ils aiment pas trop, parce que Grimbéorn, donc le fils de Béorn, met des taxes de passage, de douane assez haut, mais par contre il protège très bien la région. Donc il dit, au moins ils sont fiables, mais bon, ça coûte cher de passer par eux. Et sans eux, il dit, il y aurait plus trop de passages depuis Erebor jusqu'à Fontcombe, parce que toute la région aurait été envahie par les orques. Donc les Béornides, au début de la guerre de l'anneau, protègent vraiment cette région-là. On n'a pas trop de mentions après, donc on sait juste qu'ils protègent vraiment la région entre la Lorien et Khazad-dûm et la forêt noire.
mais on ne sait pas trop s'ils vont se joindre aux batailles pour enlever le mal de la forêt noire, parce qu'on sait que par contre Thranduil, etc. se battent à ce moment-là, hein, dans la forêt noire, parce qu'il y a des troupes de Sauron qui sont lâchées de ce côté-là. Il n'est pas précisé par Tolkien ce que font les Béornides. On suppose qu'ils... Mais bon, la supposition la plus probable, c'est qu'effectivement, ils prennent part aussi à cette guerre. Et ce qu'ils deviennent après, on n'en a pas plus d'infos, à part le fait que, comme je l'ai dit, on leur donne le centre de la forêt noire. Donc voilà, à partir de ce moment-là, Grimbeorn devient chef donc, des Béornides et aussi du centre de la forêt noire, donc qui divise le royaume de Thranduil au nord et le royaume de Celeborn au sud. Et donc, on suppose que si on leur donne, c'est qu'ils ont plus ou moins participé à cette guerre et ont dû au moins défendre cette forêt. Mais donc voilà, c'est tout ce qu'on sait de ce peuple des Béornides. J'espère que ça aura répondu à ta question, ta petite interrogation. Bien, finissons cet épisode. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour le chapitre 10, dernier chapitre du 5e livre, avant de retourner rejoindre du coup nos 2 héros hobbits, Sam et Frodon, et bien sûr leur camarade à Croupeton. Le dénommé Spéagol. Avant de terminer cet épisode, je voulais juste vous remercier encore une fois de nous suivre, enfin si vous avez envie de le faire, de mettre un like, etc. Tout ce genre de choses qu'on dit à chaque fois. Je suppose que vous connaissez la chanson. Si vous avez envie de nous soutenir émotionnellement, j'allais dire oui, émotionnellement, mais aussi symboliquement sur Tipeee. Voilà, on vous invite à le faire, et pour ceux qui l'ont déjà fait et le font encore, un grand merci. Voilà, et sur ce, à la semaine prochaine, et merci beaucoup. À la semaine prochaine. Belle semaine à tous, à bientôt.